Bienvenue sur la panafricaine Médian. Comme toujours, c'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Talk Afrique. Au Sénégal, depuis le 1er juillet 2024, une TVA numérique est appliquée aux fournisseurs en ligne étrangers et aux plateformes numériques étrangères. Il s'agit d'une taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de services numériques réalisées au Sénégal par ces plateformes. L'annonce est de la Direction générale des impôts et domaines, conformément aux dispositions de l'article 355 bis du Code général des impôts. Certains GAFAM ont déjà commencé à veiller à l'application de ces nouvelles règles fiscales au Sénégal. Quelles conséquences sur les clients locaux de cette TVA, sur les activités numériques? Quels enjeux de taxer les prestataires étrangers de services numériques? Pour répondre à ces différentes interrogations, nous sommes sur ce plateau avec M. Mountaga Cissé. Vous êtes entrepreneur dans le domaine du numérique, également consultant. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Daouda pour l'invitation. Merci également à votre co-débatteur, M. Mamadou Ngom, économiste fiscaliste, enseignant associé à la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes également auteur de précis de la des fiscalités, auteur des précis, autant pour moi, de fiscalité des affaires. Merci également d'être là avec nous. Merci beaucoup, Daouda. Et je reste d'ailleurs avec vous. Quelle lecture faites-vous de cette décision des autorités sénégalaises de taxer les activités numériques des prestataires étrangers? Alors, il faut entendre que depuis 2012, le Sénégal s'est lancé dans un processus d'élargissement de la TVA. Si vous constatez, en 2012, la loi 2012-31, il fallait transformer la taxe sur les opérations bancaires en taxe sur les activités financières. C'est parce qu'il y avait d'autres services similaires même qui échappaient à la TVA. Il fallait élargir. Dans la même lancée, en fait, tout récemment, il fallait aussi enlever l'exonération qu'on mettait sur les prestations, les commodités hôtelières qui sont rendues par les structures sanitaires privées. Et c'est là maintenant qu'il s'agit, en ultime, je ne te dirai pas parce que cela peut avancer même, de rechercher en paiement en fait les prestations de services numériques réalisés au Sénégal par des fournisseurs étrangers. Donc là, je ne vois pas en fait un réel handicap ou un blocage parce que la TVA, c'est déjà un impôt neutre, si je puis dire, ça n'impacte pas sur le résultat. Donc si l'on vous suit bien, c'est en tout cas une continuité par rapport à différentes actions entamées par les autorités sénégalaises depuis 2012. Tout à fait. C'est une continuité et pour mieux aussi garnir la TVA parce qu'il faut dire que c'est l'impôt le plus liquide, l'impôt le plus sécurisé et quand je dis liquide, c'est l'impôt qui rapporte le plus. Donc en fait, et c'est l'impôt aussi qui permet de formaliser les entreprises parce que les entreprises qui sont assujetties à la TVA d'office sont dans le régime du bénéfice réel. Donc tiennent une comptabilité complète. Et Monsieur Cissé Mountaga, cette TVA numérique est déjà effective sur certaines plateformes numériques comme Meta. D'ailleurs, vous avez eu à faire le post, vous avez en tout cas alerté par rapport à la question en faisant un post sur de vos plateformes. En tant que consultant aujourd'hui, entrepreneur dans le numérique, comment accueillez-vous cette mesure? Bon, je l'accueille avec satisfaction dans la mesure où moi, en tant qu'entrepreneur dans le numérique, je fais beaucoup de transactions en ligne avec des entreprises étrangères et les clients sénégalais, des entreprises sénégalaises avec qui je travaille, quand je fais une facture, je collecte la TVA que je déclare au niveau des impôts le 15, en tout cas au plus tard le 15 du mois suivant. Et pour mes clients ou fournisseurs étrangers, jusqu'à présent, ces fournisseurs-là à qui je payais de l'argent ne me demandaient pas de payer une TVA qui serait reversée à l'État sénégalais via le service des impôts. Donc moi, en tant que contribuable, pour moi, c'est une équité fiscale qui vient d'être appliquée pour dire à tout le monde, à tous ceux qui collectent ou qui font des transactions et qui vendent des services en ligne de payer une TVA. Sur ce point-là, effectivement, je vois que c'est une satisfaction. Maintenant, après, moi, en tant qu'entrepreneur, est-ce que la question peut-être que je vais me poser, est-ce que ça ne va pas me coûter plus cher le service que je vais justement collecter pour plus tard? Parce que le fait d'ajouter une TVA sur un service pour lequel j'avais déjà fixé un prix, nous sommes en milliers d'années, est-ce que cela ne va pas... Et c'est là où je voulais
en venir d'ailleurs avec vous, d'autant plus que parmi vos partenaires, vous en avez des partenaires étrangers qui ont un statut particulier et qui sont exonérés en tout cas d'impôts par les autorités sénégalaises. Aujourd'hui, vous en tant que prestataire, est-ce qu'aujourd'hui avec ce partenaire étranger, vous serez concerné par cette question-là? Voilà, c'est justement la faisabilité parce que cette décision elle est très importante, elle est appréciée. Maintenant, je me pose la question de la faisabilité parce que, comme vous l'avez dit, j'ai fait une publication parce que les publicités que je mets sur Meta, sur Facebook, jusqu'à présent n'étaient pas taxées avec une TVA et des publicités à partir du 1er juillet, la facture qui est tombée dès le 2 juillet, j'ai vu que la TVA est appliquée. En regardant sur mon portefeuille client, il y en a qui sont exonérés parce que c'est une mission diplomatique, etc. Et donc là, je me dis, attention, Facebook, Meta ne fait pas la différence entre le client qui est exonéré ou pas. Comment je vais appliquer ça? C'est une problématique qui va se poser justement, qui va peut-être intéresser la DGID aussi avec les clients avec qui je travaille pour voir comment ces entreprises qui sont exonérées là, le formulaire que la DGID a mis en place et a mis à la disposition des entreprises étrangères, comment ces entreprises-là vont faire pour justement ne pas facturer la TVA à ceux qui sont exonérés justement. Et M. Ngom, vous qui êtes économiste fiscaliste, comment répondre aujourd'hui à cette problématique-là soulevée par Cissé, à savoir aujourd'hui ces entreprises qui sont exonérées d'impôts, mais une plateforme comme Meta ne sait pas forcément reconnaître que Mountaga est exonéré d'impôts, Daouda ne l'est pas? Oui, tout à fait. C'est facile à résoudre parce que la loi fiscale prévoit cela. Les entreprises qui sont exonérées, il suffit pour ces entreprises de vous livrer leur attestation d'exonération. Et là, vous êtes tenu maintenant d'annexer l'attestation dans votre déclaration. Maintenant, pour les missions diplomatiques étrangères, c'est autre chose, dans la mesure où, en fait, il faut d'abord les facturer pour que ces derniers, en fait, puissent faire viser la facture au niveau des services des impôts. Ça se fait séance tenante. Ces structures sont exonérées, mais vous ne l'êtes pas. Donc, vous êtes forcément tenu de facturer. En retour, maintenant, on doit vous délivrer une attestation d'exonération. Donc là, vous serez complètement libre de dette fiscale. Et M. Ngom, pourquoi cette forme, selon vous, pourquoi cette forme de taxation fiscale, à savoir la TVA? D'autant plus que les structures concernées sont aujourd'hui les structures logées au niveau des grandes entreprises, à savoir celles-là qui font 1 milliard et plus de chiffre d'affaires. Pourquoi cette forme de taxation, selon vous, la taxe sur la valeur ajoutée? Oui, tout à fait. En fait, mon co-débatteur, Mountaga, l'a dit, dans un souci d'équité fiscale. L'équité, en fait, c'est une répartition équitable. Donc, quand on dit TVA, toutes les personnes assujetties doivent en fait se soumettre à cette règle-là. Donc, c'est dans un souci d'équité où chacun puisse maintenant traiter ou bien supporter sa juste part. Donc, jusque-là, vous voyez qu'il y a une sorte d'évasion fiscale qui se faisait. Et là, maintenant, l'administration ou bien les services sont dans une mouvance de réparer cela même. Réparer cela pour une meilleure justice sociale. On reste avec Meta Mountaga au Sénégal, à savoir les propriétaires de Facebook. Aujourd'hui, sur le plan technique, comment les entreprises opérant dans le secteur du numérique vont devoir adapter leur système de facturation et de gestion financière pour intégrer cette nouvelle taxe-là? Alors, si j'en crois l'arrêté ministériel concernant cette décision, ça a été bien expliqué sur la procédure. Maintenant, techniquement, parce que déjà l'arrêté dit que ce sont les entreprises assujetties à la TVA, les entreprises étrangères, qui vont se manifester. Et alors que moi, je dis, si une entreprise étrangère décide justement de ne pas se faire déclarer, parce que après c'est du travail, parce qu'il faut quelqu'un pour faire tout ce travail-là, remplir un formulaire qui prend beaucoup de minutes, il faut le faire tous les 6 mois, tous les 3 mois, cela dépend. Donc c'est du travail. Est-ce que ces entreprises vont accepter de le faire? Et comme vous l'avez dit, puisque ces entreprises sont logées au centre des grandes entreprises, là je me dis, est-ce que la DGID ne cible pas les entreprises étrangères qui font un gros chiffre d'affaires, et les GAFAM par exemple, les Google, les Facebook, les Amazon, les Apple, etc. Et pourtant, toutes ces entreprises-là, à côté, vous avez pas mal d'autres services, par exemple les hébergements Internet, les plateformes de musique en ligne, etc., de films sur Internet, etc. Toutes ces
entreprises-là, à coup sûr, ne réalisent pas un très grand chiffre d'affaires au Sénégal. Ensuite, le fait qu'une entreprise comme la mienne, je fais des services en ligne, si par exemple, par extraordinaire, je ne payais pas la TVA, je faisais dans l'informel, c'est-à-dire que je suis bien déclaré, mais je ne paye pas la TVA et qu'en retour, Meta, qui m'a facturé cette TVA-là, la déclare au niveau du service des impôts, ça permettra justement au service des impôts de se dire, tiens, Mountaga, son entreprise n'est jamais passé déclarée, même les TVA collectés avec des clients locaux, c'est une épée de Damoclès qui va tourner sur la tête de ces entreprises-là. C'est une bonne chose, hein, je pense, parce que ça permettra de formaliser, de pousser les entreprises sénégalaises à mieux se formaliser. Et au-delà de l'équité fiscale, cela garantira en tout cas pour la DGID une certaine transparence, surtout de la gestion aujourd'hui de la fiscalité au Sénégal. Et d'autres entreprises, si nous restons avec les GAFAM numériques comme Google, YouTube, les licences logicielles et applications, les abonnements Netflix, Spotify et autres, ne vont plus en tout cas échapper à la fiscalité comme c'était le cas avant, surtout celles-là qui font 1 milliard et plus de chiffres d'affaires. Comment ces activités aujourd'hui numériques permettent pour l'État sénégalais en tout cas de capter une importante manne financière, si l'on sait qu'aujourd'hui il y avait également des évasions fiscales notées, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Ngom? Il suffit tout simplement de faire un tour sur YouTube en regardant par exemple l'épisode d'une série sénégalaise sur YouTube, ou bien aller sur Facebook. Il suffit de scroller sur 2 à 3 posts, vous allez tomber sur de la publicité, pour dire que depuis quelques années quand même l'écosystème publicitaire en ligne s'est beaucoup développé, et même sur les sites internet, dans les sites d'information, il suffit de les ouvrir pour voir pas mal de publicités qui proviennent justement de ces GAFAM-là, pour dire que c'est beaucoup d'argent qui tourne autour de ces plateformes-là et qui n'était pas justement, qui échappait au contrôle de l'administration fiscale sénégalaise. Et donc maintenant, ce sera l'occasion pour l'administration fiscale de se faire une idée de cet argent-là, de savoir combien de chiffres d'affaires, justement la problématique, ce sera également pourquoi taxer la TVA et pas sur les bénéfices réels réalisés avec des clients sénégalais. Et donc ça permettra à l'administration fiscale d'avoir une idée sur le chiffre d'affaires qui est réalisé. Peut-être que ce sera un prochain gap, mais en lisant l'arrêté encore une fois, j'ai vu qu'ils ont bien mentionné que cette collecte de TVA ne signifie pas qu'on va se baser sur cette information-là pour justement plus tard taxer le chiffre d'affaires ou les bénéfices réels réalisés par ces entreprises étrangères. Et on y reviendra avec ce point que vous avez soulevé, à savoir les bénéfices réels réalisés par ces structures-là. Et M. Ngom, je précise que selon la DGID toujours, les structures concernées ont l'obligation de collecter et de reverser au plus tard le 20 du mois suivant chaque trimestre civil la taxe éligible sur les ventes de biens et services incorporels réalisés au profit des clients locaux, à savoir entreprises, entités particulières ou encore particuliers. Cette taxation qui est la TVA des prestataires étrangers dans le numérique et des GAFAM sera-t-elle chose facile par les autorités sénégalaises? Bon, en ce qui concerne la TVA, c'est déjà en fait planifié. Donc ce sera chose facile. D'ailleurs, même l'exigibilité ici se fait par trimestre, au plus tard le 20. Alors que la TVA, au sens commun même, est exigible au plus tard le 15 de chaque mois. Donc déjà là, il y a une souplesse sur le traitement. Et deuxièmement aussi, en fait, non seulement ça permet de faire entrer de fonds, mais aussi de sécuriser en fait ce secteur, de le rendre encore beaucoup plus performant. Parce que, comme l'on dit dans tous les pays, nous sommes dans l'ère du numérique. Il faut d'abord maintenant prendre les devants. Donc en ce sens-là, je pense que ça ne constitue pas en fait d'entrave ou bien de difficultés pour son application. Et une taxe de 18%, M. Ngom, sur le prix aujourd'hui de ce bien-là qui est vendu par ces prestataires, est-ce que cela ne peut pas également constituer une contrainte pour le client final aujourd'hui, si l'on sait que ce sera le prix auquel il achetait ce service, plus les 18% de la TVA? Effectivement, il y aura un impact sur le dernier prix ou bien le consommateur direct, parce qu'il va avoir en fait son prix majoré de 18%. Maintenant, il appartient maintenant à ses fournisseurs s'ils peuvent faire un mécanisme de régulation. Mais dans tous les cas, en fait, la fiscalité a toujours fonctionné comme telle. Et je précise que c'est un impôt intérieur. Donc l'entreprise étrangère ne le supporte pas encore. Le prestataire lui-même aussi ne le supporte pas parce qu'il a la possibilité de déduire cette TVA. Donc c'est le consommateur ultime, comme l'on dit, le dernier consommateur comme nous, usagers, qui vont le supporter. C'est là où ça va impacter.
Et y a-t-il pas possibilité aujourd'hui de revoir le mécanisme, pas au niveau de la DGID, mais surtout aujourd'hui de ces prestataires-là, c'est-à-dire le service au niveau du premier fournisseur aujourd'hui, s'il a un prix qui prend en compte cela, est-ce qu'au niveau du consommateur final, cela ne pourrait pas résoudre cette question-là? Au niveau du fournisseur aujourd'hui, la TVA est prise en compte. Est-ce que cela ne peut pas régler le problème pour éviter que ce soit à la charge du consommateur final? Donc ça c'est dans le principe de la TVA, c'est ça même qui caractérise en fait la TVA parce qu'on dit que c'est une taxe sur la valeur ajoutée. Donc dès lors qu'il y a création de valeur ajoutée, là en fait il faut imposer. Donc pour rassurer maintenant les fournisseurs d'accès et autres même, ils ont la possibilité maintenant de faire un traitement, d'impacter la TVA. Mais tout compte fait, il y a le consommateur ultime maintenant qui pourrait voir en fait son prix en fait être majoré de la TVA. Mais dans le fond même, la TVA ne permet pas en fait cet ajustement-là. Et M. Mountaga Cissé, en tant que consultant et entrepreneur dans le domaine numérique, pensez-vous qu'au niveau ouest africain ou même continental, que les États africains puissent s'inspirer d'un texte comme le DMA, le Digital Market Act, qui est un texte de l'Union européenne? Je précise que cette loi a été adoptée au sein de l'UE et est entrée en application le 2 mai 2023. Elle vise à mieux encadrer les activités économiques des plus grandes plateformes que sont les GAFAM afin de mieux protéger également les PME locales. Est-ce que cela ne peut pas inspirer nos États pour que pas seulement au niveau sénégalais, mais au niveau ouest africain par exemple ou continental, qu'on ait des lois aujourd'hui pour mieux encadrer les activités économiques de ces GAFAM-là? Absolument, moi je pense que ça pourrait inspirer le cadre régional parce qu'un pays comme le Sénégal à lui seul ne peut pas appliquer comme le DMA européen parce que qui est quand même différent de la TVA hein, parce que déjà il cible les grandes entreprises qui font 45 millions d'utilisateurs sur le sol européen et présents sur au moins 3 pays européens. Ensuite, ils font des taxations sur le chiffre d'affaires, sur le bénéfice, alors qu'ici, on collecte la TVA. Je rappelle que le Sénégal n'est pas le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir appliqué cette directive-là. Le Bénin l'a fait, la Côte d'Ivoire l'a fait. Maintenant, si on veut vraiment appliquer une directive comme celle du DMA européen, on ne peut pas le faire au cas par cas, chaque pays ait sa propre loi. Il faudrait bien que dans le cadre régional, soit l'UEMOA ou la CEDEAO, puisse prendre une décision, en tout cas commune, pour faire appliquer cela. Sinon, rien qu'à regarder ces entreprises-là, leur budget de publicité même dépasse le budget de fonctionnement de ces pays-là. Donc, ils vont peut-être prendre la décision de plier bagages, de ne pas traiter avec nos pays, que d'accepter d'investir dans du matériel, dans des ressources humaines, dans tout ce qu'il faut comme travail pour remplir ces conditions-là. Ça va être difficile pour ces entreprises étrangères de le faire. Donc, il faut vraiment une décision régionale, il faut que ça soit collégial pour justement collecter encore de l'argent venant de ces entreprises étrangères. Et si c'est s'agissant de ces pays tout à l'heure que vous avez cité en exemple, le Bénin ou la Côte d'Ivoire, qui ont déjà eu à adopter de telles lois, un pays par exemple comme la Côte d'Ivoire est allé encore plus loin, ne s'est pas juste limité aux prestataires étrangers, mais à une catégorie également de personnes qu'on appelle là-bas des influenceurs, des personnes qui sont très suivies et qui ont un certain nombre d'abonnés aujourd'hui et qui gagnent jusqu'à une telle somme. Ces personnes, étant même des locaux, sont assujetties également à déclarer leurs revenus et à payer également une taxe sur la valeur ajoutée. Ça va être très difficile de le faire au Sénégal. Déjà, on sait que le secteur informel est très développé. Hein. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait un influenceur sénégalais qui s'est formalisé jusqu'à accepter de payer une taxe en passant par les services des impôts. Je me rappelle en regardant les lutteurs, lorsqu'il a fallu leur faire payer une taxe il y a quelques années, c'était très difficile pour le service des impôts. Après, il y a tout ce qu'il y a comme dessous de table, le fait de déclarer qu'on a signé un contrat de 100 millions alors qu'en réalité on nous a payé le 10e. Donc pour les influenceurs également qui travaillent avec des marques, est-ce que ce ne sera pas le cas? En tout cas pour certains pays, comment ils l'ont réglé? Ils regardent le nombre d'abonnés de cet influenceur. Si par exemple moi, Mountaga Cissé, j'ai 15 000 abonnés sur une plateforme, je suis considéré comme un influenceur. Si j'en ai beaucoup moins, je ne le suis pas. Et dès l'instant que je suis influenceur, est-ce que je vends des services? Tout ça peut être
encadré, par exemple, sur pas mal de plateformes, TikTok, Facebook, etc. Certains contenus, Instagram, par exemple, Snapchat, vous publiez un contenu rémunéré, vous êtes obligé de mentionner que ce contenu-là, il a été donc rémunéré, c'est du sponsoring, et c'est sur cette base-là que les services des impôts de ces pays-là vont savoir que vous avez collecté telle somme, plus ou moins, etc. Mais au Sénégal, je pense que si la décision est prise, il faudra du temps pour l'appliquer réellement. Et M. Ngom, vous êtes économiste fiscaliste, enseignant associé à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UCAD. Au-delà aujourd'hui de la TVA imposée à ses prestataires, on parlait tout à l'heure des GAFAM. Pourrait-on aller plus loin dans la taxation aujourd'hui des activités numériques de ces mastodontes-là aujourd'hui, d'Internet ou bien du numérique que sont les GAFAM? Oui, effectivement, mais il faut y aller de façon très prudente parce que jusque-là, en fait, nous n'avons pas visé les revenus ou bien les bénéfices réalisés par ces GAFAM. Vu l'impact ou bien en fait l'usage ou bien les services fournis par ces derniers, on ne vise pas en fait les revenus. Même si vous prenez le cas de l'Europe, c'est la France, c'est en fait l'Italie, l'Angleterre, associés avec les États-Unis, qui vont se lancer maintenant vers cette taxation-là, qu'on appelle en fait synonymement l'impôt mondial. Donc vu en fait la puissance de ces structures. Mais on peut y aller par la TVA, c'est-à-dire les services rendus par ces derniers. Donc là, en fait, pour le Sénégal, c'est quand même tout à fait possible. Mais concernant maintenant cette imposition dont, en fait, Taoulé disait tout à l'heure, concernant en fait le DMA, même, DMA, tout à fait. Digital Market Act, est une loi européenne. Effectivement, pour mieux encadrer les activités économiques de ces GAFAM-là. Effectivement, je le rejoins effectivement parce que les pays dont il a cité, le Bénin et la Côte d'Ivoire, ont adopté les factures normalisées. Ce que le Sénégal, qui jusqu'à présent, en fait, éprouve de sérieux problèmes pour le faire. Parce que tant que le marchandage existe ici, en fait, pour aller vers ce cas-là, en fait, ce serait difficile. Qu'en est-il de ces factures normalisées-là? Alors, les factures normalisées laissent une certaine traçabilité. Donc, si je suis assujetti à la TVA, je vous donne en fait une facture qui revêt en fait un hologramme qui directement laisse une traçabilité. Donc, vous, prestataires, vous êtes tenus maintenant de vous formaliser et de respecter les principes de la concurrence. Maintenant, l'enjeu ici pour le Sénégal, ça pose problème avec ce fameux en fait marchandage. Les factures telles que ou bien les ventes telles qu'en fait préconisées par la concurrence, il faut que les prix soient connus d'avance même par l'acheteur. Donc, qu'est-ce qui sous-tend en fait la concurrence pure et parfaite? Quand on dit fluidité du marché, libre entrée, on dit en fait atomicité. Atomicité, en fait, personne ne doit influencer le marché. Il y a la transparence aussi. Donc, vous devez être informé. Et c'est ça que les autorités sénégalaises ont tenté depuis des années même, en faisant en fait des magasins de référence et tout. Maintenant, comme vous dites, il faut une grande sensibilisation vers les Sénégalais pour leur dire que maintenant, nous sommes dans une nouvelle ère, donc qu'on accède aux pratiques nouvelles. Et Mountaga, aujourd'hui, selon vous, quels sont les enjeux de cette taxation des activités numériques au Sénégal? Vous qui êtes un acteur de ce secteur-là. Déjà, pousser à la formalisation de tous les acteurs, et ça permettra aussi à l'État de collecter cette manne financière qui lui échappait depuis quelques années. Ça permettra également à l'État sénégalais de se positionner comme un État qui, en tout cas, applique les règles de concurrence en faisant payer des taxes, que ce soit une entreprise étrangère ou une entreprise locale, mais aussi le offshoring, par exemple. Il y a pas mal d'entreprises sénégalaises qui travaillent pour des institutions étrangères, pour des clients étrangers. Eh bien, puisque c'est des entreprises déclarées sur le sol sénégalais, c'est l'occasion pour l'administration fiscale de leur faire payer une taxe. Donc, ça permet vraiment, à mon avis, de réguler le secteur, mais aussi, comme M. Ngom l'a dit, le client final aussi va être impacté parce qu'il va... Et surtout sur cette régulation-là, j'ai juste envie de vous interpeller sur quelques secondes, puisque nous sommes presque à la fin. Comment s'assurer, M. Ngom, que cette TVA collectée sur ces grandes entreprises-là, qui sont ces prestataires étrangers, soit effectivement reversée à la DGID comme il se doit? Tout à fait, parce que en fait, d'abord, ce sont des entreprises qui sont formelles. Même si en fait le prestataire est à l'étranger, c'est sa représentation qui est tenue même
de faire cette prestation, c'est-à-dire sa représentation sénégalaise qui est tenue maintenant de facturer la TVA. À défaut même de représentation, c'est encore le bénéficiaire. Donc ce qu'on appelle communément la TVA pour compte. Donc là, il faut dire que l'un des impôts les plus modernes, c'est sans nul doute la TVA, quand bien même que c'est le dernier né des impôts. Donc c'est un impôt sur lequel on compte beaucoup même, pour ne serait-ce, comme je l'ai toujours dit, atteindre ce qu'on appelle les critères de convergence de l'UEMOA, qui demandait aux États d'atteindre les 20% de taux de pression fiscale. En 2012, on nous dit qu'on n'a même pas atteint la moyenne, c'est 14%. Donc 13,9, c'est encore faible. Le Sénégal a déjà fourni de grands efforts parce que là, c'est sans nul doute cette année, nous allons atteindre en fait les 20%. C'est le niveau de prélèvement. Donc, et le Sénégal a fourni de grands efforts et continue toujours sur cette lancée, d'où également le lancement de cette nouvelle taxe sur les services numériques, à savoir une taxe sur la valeur ajoutée qui s'élève à 18%. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Mamadou Ngom. Vous êtes économiste fiscaliste, enseignant associé à la FASEC également, la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UCAD. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci également à votre co-débatteur, M. Muntaga Cissé, consultant, également entrepreneur dans le domaine du numérique. Merci également, M. Cissé, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Plaisir partagé d'avoir échangé avec tous les deux. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.